Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les dites minorités de genre et plus particulièrement les femmes. À chaque épisode, j'accueille une invitée pour qu'elle vienne nous raconter son histoire tout en diffusant un précieux message d'espoir. Et l'espoir, il s'incarne parfaitement en la jeune femme que j'ai interviewée dans cet épisode. Nora, immigrée d'origine cubaine, a un parcours difficile jalonné de violences sexuelles. Des violences qui ont commencé dès qu'elle était petite de la part d'un homme âgé, qui se sont prolongées au début de son adolescence et qui ont continué de la poursuivre jusqu'à ses 29 ans. Attention, je vous mets en garde puisque cet épisode traite de violences sexuelles de manière très explicite, ainsi que de pédocriminalité, de thèmes de santé mentale, de dépression et de suicide. Nous parlerons aussi de fétichisation et d'hypersexualisation des femmes noires et latino-américaines via les expériences de Nora. Elle nous racontera son rapport au corps, sa prise de poids pour se protéger, la peur de parler sans être crue. Mais nous parlerons aussi de résilience, nous parlerons de la réappropriation de son corps, de ses passions, de son envie de s'en sortir, de son envie de transmettre, d'écrire, de faire évoluer les mentalités et de protéger les plus jeunes. Nora est une jeune femme absolument lumineuse et rayonnante. Malgré les difficultés intenses traversées, elle est de celles qui réussissent à garder espoir, à capter ces rayons de soleil lointains. Comme elle le dit si bien elle-même, c'est possible de faire changer les choses, on est déjà en train de faire changer les choses et il faut qu'on continue. Alors pour écouter son histoire, je vous invite à rejoindre dès maintenant notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Nora, Bonjour, comment est-ce que tu vas ? ça va très bien, merci. Je suis hyper contente que tu sois là aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'était dit qu'on voulait enregistrer, donc ça y est, enfin c'est bon, on le fait, donc je suis très contente. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu difficile, que j'ai déjà abordé d'ailleurs sur le podcast, qui concerne du coup les violences sexuelles qu'on peut subir quand on est enfant. C'est le premier épisode du podcast parlait de ce sujet que j'avais enregistré avec une amie d'ailleurs, qui n'est sûrement pas très qualitatif par rapport à ce que je fais. Maintenant, essayons de s'améliorer au niveau du son, etc. Mais c'est un sujet qui est difficile, mais qui en même temps concerne énormément de personnes, aussi bien en France que dans le reste du monde. Donc c'est hyper important d'en parler et je te remercie d'être là aujourd'hui pour le faire. Je pense que ça va vraiment pouvoir aider d'autres personnes. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Alors, je suis étudiante en littérature actuellement. Je suis d'origine cubaine et j'ai 29 ans. Donc, si vous entendez un petit accent, c'est normal. Très bel accent d'ailleurs. Donc, c'est à peu près ça. Actuellement, je suis aussi prof du coup dans un lycée des Français. Je suis assez contente de faire ça. OK. Et c'est à peu près tout ce que je fais actuellement. D'accord, et qu'est-ce que tu aimes faire toi dans la vie? C'est quoi tes passions, ce qui t'anime, Alors, j'aime beaucoup lire, j'adore écrire. J'adore, chanter super fort sous la douche et essayer de lire les cartes du tarot alors que je suis un peu, nulle, mais quand même. D'accord, bah, c'est l'intention qui compte. Manger et prendre des photos de ce que je mange aussi. OK, et bah, c'est très, très, très bien, de très bonnes passions ma foi. Du coup, si on là, du coup, on va devoir, commencer un petit peu, par, enfin, ça va être, plutôt chronologique. On va du coup, remonter à ton enfance. Toi, quel genre de petite fille que tu étais? Alors j'étais une petite fille, assez bizarre je crois, hein, il faut le dire. Ouais, Je suis née, déjà toute petite, j'étais quand même assez grande dans ma OK. tête, j'étais assez adulte. C'était pas, rare de me voir, à mes 6 ans en train de lire, un bouquin énorme toute seule dans un coin, Mmh. alors que tout le monde, jouait. Juste parce que ça me faisait plaisir. J'étais vraiment très, très curieuse. Je voulais apprendre plein de Ouais, je choses vois. sur la vie. J'aimais beaucoup jouer aussi et j'aimais beaucoup ma famille donc j'étais, bien, j'étais heureuse. Mmh. OK, et donc du coup, tu vivais à Cuba, à l'époque, c'est ça? Oui.
OK, ça marche et du coup, malheureusement, il t'est arrivé, agression, sexuelle quand tu avais, 5 ans, c'est bien ça? Oui. Est-ce que tu peux, nous en parler un petit peu, nous dire, ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors en fait, ça a pas été une agression, donc il y a eu plusieurs. Ouais, Tout est commencé parce que c'était un ami de la famille. OK. Donc il faut savoir aussi, que ma mère, elle était quand même quelqu'un qui faisait très attention à nous, hein. Elle avait très peur qu'il y ait quelque chose qui nous arrive, donc elle ne nous laissait pas aller avec, n'importe qui, voilà. C'était vraiment un ami proche de la famille, qui avait un enfant, de mon âge, en fait, qui avait mon âge aussi. On jouait ensemble, souvent, voilà, il y avait nos mamans qui étaient ensemble, puis, ce monsieur-là, qui était, le mari du coup d'une amie de ma mère Mmh. et son fils, qui est avec moi, qui on jouait, souvent ensemble. Et en fait, quelquefois, ma mère, elle partait avec, sa copine, il nous laissait tout seuls, les enfants avec, lui, qui restait à la maison. Le problème, c'est que ce monsieur-là, aimait bien jouer, on va dire, avec nous, parce qu'il y avait pas que moi, il y avait aussi son fils. Mmh. Et en fait, il nous faisait rentrer dans la chambre, jouer à papa et maman, tous ensemble, soit, il nous faisait par exemple, nous embrasser, avec son fils ou faire des attouchements entre nous et lui, il se limitait à regarder. D'accord. Soit, lui, il venait, il me touchait, il m'embrassait et cetera, des choses comme ça. Il me massait, mais il présentait tout le temps ça comme un jeu. Mmh. En fait, moi, je me suis jamais sentie agressée, physiquement, on va dire. Il y a jamais eu de violence, par rapport à ça. Mmh. C'était tout le temps fait un peu dans la douceur, et puis, dans le jeu Ouais, c'est ça, il de faisait ça. passer ça comme un jeu, et du coup, toi, tu te questionnais pas forcément sur le Non. sujet, ouais. Non, parce que c'était une personne à qui je faisais confiance et à qui ma mère faisait confiance et son fils était là aussi et il trouvait ça normal, son fils, qui avait mon âge. Mmh. Et moi, je me suis pas dit, à cette époque-là, moi, j'avais aucune conscience de la sexualité. Ouais, Donc, bah, ouais, c'est ça. Mmh. je me suis pas dit: «Est-ce qu'on fait, c'est du sexe?» ou à peu près. Mmh. Pour moi, c'était juste, un jeu. Ouais, je vois et ça a duré combien de temps ça, du coup, Je pense que ça a dû durer un bon moment. Je pense au moins des mois, Mmh. voire un an. Je sais pas parce que mes souvenirs sont Oui, pas évidemment, ouais. à 100 clair et net. Mais il y a eu un déclic en fait, chez moi, qui est arrivé, le jour où ce monsieur a voulu, que son fils me pénètre, il a profité que son fils, avait, un peu, on va dire une érection, mais c'est une érection d'enfant, c'est Ouais. vraiment pas une vraie érection il a voulu qu'il me pénètre, analement en fait. Donc il nous a un peu forcés à faire ça et là, ça, je l'ai vraiment vécu, comme, une agression, en fait Mmh. et moi, ça me faisait mal, je voulais pas faire ça et je sentais que c'était pas bien de faire ça. Il y avait quelque chose qui me disait que c'était pas bien de faire ça suite à ça, bah, tout simplement, après, j'ai dit à ma mère que je voulais plus, aller jouer, avec, son fils ni aller là-bas et je suis plus, vraiment y aller, quoi. À Mmh. rester vraiment seule, avec eux, en tout Ouais, cas. je vois. Donc ça a été vraiment le déclic et après l'homme, du coup, âgé, il a jamais, essayé de revenir, à Non. la charge? Non, il a compris, Non, je pense que j'étais pas la seule, ouais. honnêtement. Je pense qu'il faisait des trucs avec son fils Oh, c'est horrible. je pense il devait y avoir d'autres personnes et je pense aussi que la sa femme, en fait, elle était même pas au courant Mmh. de tout ça, en fait. Ouais, de ce qu'il faisait. Ouais. Alors il allait pas chercher à se mettre en avant parce que tout de suite, j'aurais dit quelque chose à ma mère, je pense, Mmh. à ce moment-là. Ouais, c'est sûr et du coup, toi, quand tu as arrêté, tu n'en as pas parlé donc à ce moment-là à ta famille, à ton entourage. Tu sentais que c'était quelque chose dont tu avais honte? Oui, Ouais. oui, j'avais vraiment honte, de ça parce que je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment conscience de la sexualité, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, qui nous disait que c'est pas bien ce qu'on a fait. Et du coup, oui, j'avais honte, de ça et hem
et je me suis dit que je pouvais jamais parler parce que j'avais peur en plus, même à l'époque que ma mère elle me croit pas. Mmh. J'avais peur d'être la cause, on va dire, de des bagarres ou des choses comme ça, donc j'ai juste rien dit et je me suis dit que j'allais juste pas y penser et puis c'est tout Mmh. à l'époque. Et est-ce qu'il y a un moment où parce que des fois ça arrive à certaines personnes, notamment quand elles vivent des violences sexuelles, enfants, d'oublier de faire une amnésie, post-traumatique et de s'en rappeler, quelques années plus tard. Est-ce que toi ça s'est passé comme ça? Ou est-ce que toi tu as gardé un peu, tout du long de ton enfance puis de ton adolescence, jusqu'à aujourd'hui, tu as gardé en fait ces souvenirs sans avoir de moment où tu as oublié? Non, non, moi j'ai complètement oublié cette histoire, OK. complètement, Ouais. vraiment, et en fait, après j'ai toujours eu, comment dire, un rapport assez bizarre avec le sexe après cette histoire, Mmh. heu, vraiment tout le temps, donc ça s'est pas arrêté, mais j'avais oublié vraiment tout ce qui s'était passé et en fait, je me suis, rappelée de ça parce que quand j'avais 13 ans, 14 ans, je crois, peut-être même moins, je sais plus exactement quel âge j'avais à l'époque. J'habitais du coup en Espagne à ce moment-là et il y avait un monsieur, qui était, du coup aussi un ami, pas vraiment un ami proche pour le coup, c'était juste une connaissance, de ma famille, qui travaillait en fait dans le chemin, qui liait ma maison avec l'école, avec mon collège et je prenais cette route tous les jours pour aller, me rendre à l'école et ce monsieur, il a commencé à voir en fait à me dire des choses un peu sexuelles, complètement déplacées. Mmh. Donc il avait, 60 ans à peu près, je pense, il avait 2 filles qui avaient mon âge en Mmh. plus et vraiment complètement déplacées, et c'était tous les jours en fait, quand j'allais à l'école. Des fois, il y a eu des attouchements, il essayait de voir, sous ma jupe, il me disait, qu'il voulait me prendre dans son bah, là où il travaillait, Ouais. voilà. Il a essayé de me donner de l'argent, en échange de faveurs sexuelles et ça a été, comme ça pendant 3 ans, Oh là là, quel tous enfer. les jours Ouais. et je pense à ce moment-là, en fait, chez moi, je me suis dit, «Ça me rappelle quelque chose, le Mmh. fait d'être harcelée par une personne, âgée, puis dans la même circonstance», entre guillemets et c'est là que je me suis un peu rappelée de cette histoire, en fait, Mmh. à peu près. Et Mmh. toi, à ce moment-là, comment tu as vécu, le fait de déjà devoir, gérer, ce harcèlement sexuel que tu vivais tous les jours et en plus de te rappeler de ce qui s'était passé quand tu étais petite, ça a dû faire beaucoup à gérer? Oui, je l'ai, je l'ai très mal vécu, en plus, à l'époque, je me faisais harceler à l'école, alors c'était pas Ouais, simple. le combo, ouais, je vois. Super combo. Donc j'ai pensé au suicide beaucoup, 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 beaucoup. Je voulais vraiment, vraiment mourir, quoi. Mais je pouvais pas le faire parce que ma mère, c'est quelqu'un de bien et je voulais pas, lui être la cause de cette peine, en fait, pour elle. Donc pour moi, c'était très compliqué. Déjà, j'ai commencé à avoir un rapport avec mon corps, qui était, vraiment, néfaste Ouais. au plus haut point. 2 choses, vraiment chez moi qui se sont un peu, mélangées. D'un côté, je voulais absolument pas, qu'on me voie comme, une personne sexuée, on va dire. Ouais, je vois. Ça me gênait énormément. Je croyais que c'était de ma faute, si je provoquais tout ça chez les hommes, en fait. Parce que là, je te parle juste de ce monsieur et puis de ce qui m'est arrivé étant petite, mais en soi, quand j'allais, au collège avec, mes camarades, c'était pareil. Ouais. Donc tout ça, en fait, du coup, ça a fait que je me suis dit: Ça doit être moi, ça doit être quelque chose chez moi, je sais pas c'est quoi, qui provoque ça chez les autres». Mmh. C'est, parce que j'ai des trop grosses fesses ou n'importe quoi, et à ce moment-là, vraiment, tu te dis que c'est ta responsabilité si les hommes ne peuvent pas s'empêcher, Ouais. de t'harceler sexuellement, Mmh. partout. Donc d'un côté, il y avait ça, je voulais vraiment être vue comme, une fille juste normale, en fait, heu, qu'on m'é on m'écrit pas tout le temps des choses, sexuelles.
Et d'un autre côté, il y a eu une sexualisation aussi, même de ma part. Je voulais en quelque sorte provoquer ça aussi chez l'autre, exprès, Mmh. un peu pour, contrôler. Mais ça arrive souvent, ouais, chez les victimes, de violences sexuelles, qu'elles passent par une phase justement d'hypersexualisation où elles vont, Ouais. ouais. Et ça a été, bah, un peu ça, quoi. Et des fois, il y avait des jours où je me sentais trop mal, où je voulais juste, qu'on me remarque pas. Et il y avait d'autres jours où j'allais faire en sorte, on va dire, chauffer juste, Mmh. pour me sentir un peu que j'avais le contrôle de la situation en Ouais, c'est quelque ça, sorte. pour reprendre le contrôle sur ce Ouais, que tu vivais, ouais. ouais, je vois et du coup, toi, à ce moment-là, tu en avais, c'était toujours pas une option pour toi d'en parler autour de toi de ce que tu traversais, que ce soit ta mère ou je sais pas, d'autres membres de ta famille ou des amis, tu en parlais à personne? Non, non, absolument pas parce que, même moi, je croyais que c'était faux, en fait. Je croyais pas que ce qui m'était arrivé, ça m'était vraiment arrivé. Mmh. Je croyais que j'avais tout inventé. Hem, je sais pas, on entend souvent dire ça aussi, qu'il y a des gens qui inventent des trucs, pour attirer l'attention Ouais. ou des choses comme ça. Et moi, je me suis dit que c'était peut-être ça, et du coup, j'allais pas en parler, si j'étais pas sûre, en fait. D'un côté, il y avait quelque chose chez moi qui me disait que oui, mais vu que j'avais pas des souvenirs précis, genre de dire: «Ah oui, je c'est monsieur machin qui a fait ça, Mmh. à telle date», bah, du coup, j'avais peur que ça soit pas vrai ou je sais pas. Donc non, j'ai et puis en plus, la peur ultime, c'est de raconter quelque chose et qu'on te dise que tu es en train de tout inventer pour attirer Ouais, c'est l'attention, ça. quoi. Mmh. Ça, Ouais, je me dis: «Je peux pas passer». Moi, là, par contre, je pense, si je disais ça à ma mère et que j'avais eu ces retours-là, là, il y a des chances que, ouais, que je prenne une décision, que je me suicide, quoi. Parce mmh. que vraiment, c'était un peu, non, je pouvais pas, genre, j'avais trop peur, en fait, Ouais, c'est pour ça. ça. Mmh. Comme quoi ça a vraiment un impact, toute notre société qui est constamment en train de culpabiliser les victimes et de les remettre en cause, la preuve que ça a un impact parce que du coup, toi, c'est ce que tu sentais déjà alors que tu étais très jeune. Tu te Ouais, disais: «On me croira pas, on se moquera de moi, bah, ouais. on va me traiter de menteuse» et cetera. Donc comme quoi c'est hyper important et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui aurait pu, t'aider à l'époque, soit à comprendre ce que tu vivais, soit, à savoir que c'était pas normal, que c'était toi qui avais raison et pas ces personnes-là? Oui, je pense, plus d'informations sur le sujet. Ouais, Voilà. Déjà, à l'école, par exemple, je me rappelle que genre j'ai eu un cours de, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais éducation sexuelle un peu. On nous a appris à mettre des préservatifs sur des bananes, quoi, je veux dire, ouais. c'était pas un truc extraordinaire. Au lieu de parler de toutes ces problématiques-là qui étaient vraiment importantes, c'est tout ce qu'on m'a appris, moi, quand j'étais à l'école. Mmh. Voilà, c'est tout. J'ai pas eu, en plus, à l'époque, quand j'étais jeune, c'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, il y a tous les jeunes qui ont accès à internet, à plein de choses, comme ce qu'on fait là, toutes Mmh. les 2. Quand j'étais jeune, voilà, c'était internet de l'époque. Ouais. YouTube, c'était voilà. Hem Et en fait, j'avais aucune information, et je pense que, s'il y avait eu une personne, qui m'aurait raconté un peu son histoire, je pense que ça m'aurait vraiment aidé en fait à me dire: «Ah, du coup, ce que j'ai vécu, il y a pas que moi en fait qui l'a vécu». Mmh. Genre, ça arrive. Et puis, aussi l'amnésie par exemple. Moi je savais pas, j'ai dû chercher et ça, je l'ai découvert étant adulte. J'ai pas découvert ça étant jeune, que quand on vivait ces genres de choses après on oubliait. C'est pour ça que j'ai eu le doute de me dire: «Est-ce que j'ai tout inventé?» Mmh. Parce que je savais pas que ça existait, genre, du coup, je pense, oui, juste un plus d'informations. Rien que ça m'aurait vraiment aidé. Mmh. Et comment est-ce que toi, tu as réussi à te construire après? Parce que tu nous disais que tout ce qui a été, rapport à la sexualité, ça a été très difficile. Hem, Même je suppose le rapport à ton corps a dû être, compliqué. Comment est-ce que ça a évolué, au fur et à mesure, des années? Alors, je suis pas toujours tout à fait, Mmh. tout à fait à point, on va dire. Hem, En fait, c'est un travail compliqué. Moi, voilà,
comme je t'ai dit au début, moi, je suis quelqu'un de très curieuse, j'aime bien m'informer, j'aime bien lire. J'ai lu, beaucoup, sur plein de choses différentes. Ça m'a aidé à comprendre, que je suis pas la seule à qui arrivent ces genres de choses. Hem, toute lecture que j'ai eue par rapport au féminisme, par exemple, j'ai lu beaucoup d'ouvrages féministes. Ça m'a énormément aidé en fait, à me dire, vraiment à comprendre la société, à comprendre le poids, qu'elle avait sur moi, sur mon histoire, sur ce qui m'était arrivé. Et le rapport avec mon corps est toujours très compliqué. Mmh. Toujours extrêmement compliqué. J'en parle souvent avec mes amis parce que, alors moi, actuellement, je suis un peu en surpoids. Quand j'étais jeune, j'étais pas du tout en surpoids jusqu'à mes 16 ans. Et jusqu'à mes 16 ans, je me disais, tout le temps, «J'ai envie d'être en surpoids, j'ai envie d'être en surpoids, j'ai envie d'être en surpoids, j'ai envie d'être en surpoids», quand je l'étais pas. OK. Parce que tu voulais, essayer de repousser, tu avais l'impression que si tu étais en surpoids, tu On allait repousserais les moi me agresseurs? remarquer en fait. Ouais. Et j'avais juste, je voulais plus être une victime. Je voulais un peu être, invisible, quoi. Mmh. Là, je dis pas que les femmes en surpoids sont invisibles parce que j'ai pris du poids et en fait, non, ça sert à rien. Ouais. Mais dans ma tête d'adolescente à l'époque où, l'image qu'on a de la beauté, c'est, voilà, les femmes des Victoria's Secret. Ouais. Même pas, c'était vraiment encore plus maigre que ça quand j'étais jeune. On s'est dit que, si on est un peu en surpoids, bah, les garçons vont plus, être attirés, quoi. Et moi, c'était un peu ce que je voulais, en fait. Je voulais qu'on arrête de me voir physiquement pour qu'on voit un peu ce qu'il y avait derrière, Mmh. mon corps. Parce que je trouvais que j'étais plus que juste, mon corps. Mmh. Après bon, je vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est aussi l'hypersexualisation de la femme noire déjà, Ouais. de la femme C'est un vrai latino-américaine sujet, ouais. en Mmh. plus, donc moi c'est 2 choses. Ouais, c'est ça, tu as un peu eu l'impression de cumuler les, Voilà, c'est ouais. ça. Mmh. Alors tout ça, voilà, j'en parle même pas, mais c'est, aussi compliqué, à vivre et en fait, je voulais juste un peu, me cacher derrière ça et j'ai une maladie, donc le syndrome des ovaires polykystiques OK. que j'ai toujours, Mmh. qui s'est déclenché à mes 16 ans et qui D'accord. m'a fait prendre, 25 kilogrammes en 2 mois, OK. donc être vraiment en surpoids du coup et les gens, les garçons de l'école me disaient: «Mais tu es enceinte, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as trop changé». J'ai eu des jugements des gens, voilà, mais moi je me suis sentie soulagée, tu sais? Vraiment, vraiment, hein. Mmh. Au début, je me sentais soulagée de genre, «OK, bon, maintenant on va peut-être me laisser tranquille». Ouais, je vois. Après, pas vraiment, peut-être un peu plus quand même. Après, je pense que c'est aussi l'âge qui fait ça, mais vraiment, donc ça a été compliqué et maintenant ce qui est un peu aussi compliqué, c'est que, j'ai toujours cette peur-là, en fait et actuellement, par exemple, j'ai envie de perdre du poids, pas pour une question esthétique, mais juste pour, juste la santé. Ouais. Parce que je sais que en surpoids, je suis pas en très bonne santé, et j'aimerais bien faire du sport et prendre soin de moi et cetera. Mais je j'arrive pas, à passer le cap, quoi. Mmh. Je me dis que si je perds du poids, que je redeviens un peu comme avant, ça va recommencer Mmh. pareil et j'ai peur, quoi. J'ai peur d'être encore, une victime, d'être encore, hyper sexualisée déjà plus de ce que je le suis actuellement, ce Ouais. qui est déjà, pas mal. Mmh. Heu et du coup, j'arrive pas en fait à faire ça. Mmh. Voilà, donc ça, c'est compliqué. Ouais et je trouve ça intéressant, que tu parles de l'hypersexualisation des femmes, noires et des femmes, latino-américaines. Donc effectivement, quand tu as un combo, voilà, ça doit être Voilà. compliqué. Toi, tu as continué à observer ça du coup après, même en devenant adulte, Ah au oui, ah oui, quoti ouais, mais tu en fait, continues, moi, j'ai été sur des réseaux comme, Tinder, par ouais. exemple. Bon, 3 jours, hein. Ça a pas duré beaucoup, mais 3 jours ont suffi, pour avoir plein de messages de mecs qui juste, me disaient: «Mais tu dois être, chaude au lit, Mmh. caliente», Ouais. Oh, quelle horreur. juste, Mmh. alors qu'ils m'avaient pas du tout parlé, voilà, quoi et ça, c'est sur les réseaux, mais c'est pareil, quand je suis allée en saison aussi une fois dans les Alpes, j'ai rencontré des garçons, c'est pareil, c'est les mêmes commentaires. C'est,
juste parce que je suis latina, ça veut dire que je suis chaude et que j'adore le sexe, H24 et que je pense pas à autre chose, alors que pas du tout, en Mmh. plus, honnêtement. Ouais. Non, mais c'est insupportable, franchement, mais c'est vrai que, c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un vrai sujet, dans la société, dont moi j'ai commencé à entendre parler justement en m'intéressant au féminisme et notamment aussi à tout ce qui est afroféminisme, Mmh, qui est super intéressant et effectivement, déjà, c'est en tant que femme blanche, déjà on est pas mal sexualisé, mais alors effectivement, quand on se rend compte qu'une femme noire, une femme, latina, sont sexualisées encore plus et il y a aussi énormément ce côté, hyper, c'est horrible à dire, mais ce côté, animal. Alors beaucoup de personnes ce qui est hyper raciste bah, évidemment, oui. mais j'ai vu ça, quand je me suis renseignée sur l'afroféminisme, énormément de femmes qui témoignaient qu'on leur disait: «Oui, ça fait exotique, Ouais. c'est Non, mais on te quel compare enfer». souvent à une panthère, Ouais, exactement, ouais. Quel enfer, franchement, la c'est panthère noire, mmh, alors que toi, tu es tranquille chez toi devant Netflix. ouais. Genre vraiment, il y a pas de juste en fait pour ça, moi c'est quelque chose qui est depuis je subis depuis que je suis jeune parce que, bah, je suis venue en Europe, quoi. Mmh. Mais c'est tout, je pense que c'est juste parce qu'on fait partie d'une minorité. C'est, Bah, ouais, c'est ça, voilà, ouais. comme si, une personne blanche, une femme blanche va, dans des pays, Mmh. noirs africains, bah, je pense, elle va être plus remarquée, que nous ici, par exemple. Mmh. Mais c'est vraiment un sujet en fait, dans Ouais. ces pays, c'est vraiment les je pense, c'est les traces du colonialisme, Ah quoi. bah, clairement. Non, mais il y a aucun doute, là-dessus. C'est une forme de racisme, intériorisé, ou au contraire en plus, le pire, c'est que du coup, les mecs comme ça, quand tu vas leur dire: «Mais c'est raciste ce que tu dis», ils vont dire: «Bah, pas du tout, c'est juste que je les trouve très belles», Oui, c'est ça. tu sais, Mais non, c'est non, c'est ça. juste un fantasme hyper malsain, Bah, oui. ouais. Non, ils pensent moi, j'ai eu des amis, quand j'étais, au collège, au lycée, qui me disaient, voilà, je veux pas être très cru dans mes mots, mais qu'ils s'attouchaient en pensant à moi. Mmh. Comme ça, Quelle gratuitement. horreur. Et pas Oh. un, pas 2, mais plein. Mmh. Et juste, pourquoi, en fait? Pourquoi moi plus que n'importe quelle autre fille, avec qui on était, en plus, il y avait des filles magnifiques dans ma classe, je veux Mmh. dire, j'étais pas, mais j'étais la seule noire, la seule latino-américaine et honnêtement, c'est qu'on m'a dit: «Ah non, mais est-ce que j'ai toujours fantasmé de coucher avec une femme Ouais, noire». c'est Mais en fait, je insupportable. suis pas un fantasme, tu vois? Ouais. Non, mais clairement, mais c'est vraiment très intéressant que tu en parles, merci beaucoup d'en parler, c'est vraiment important et du coup, on parlait donc du rapport avec, ton corps, à la sexualité qui a été difficile et au niveau de la vie amoureuse, je suppose que ça a été compliqué pour toi aussi de refaire confiance, comment est-ce que tu as vécu ça, après? Ça, c'est ouais, c'est un sujet. Alors, oui, ça a été compliqué, de faire confiance. Ça l'est encore aujourd'hui, en plus. Mmh. Hem, j'ai eu un copain, bon, je vais pas dire son nom, mais, du coup, j'avais en fait, 20 non 22 ans. OK, 22 ans quand je l'ai rencontré. Donc un garçon vraiment, ouvert d'esprit et tout ça. C'est la première personne à qui j'ai raconté ce qui m'était arrivé. OK. C'est la première personne à qui j'ai à peu près fait confiance par rapport à ça et donc c'était bien. Par contre après ça s'est un peu retourné contre moi cette histoire parce que on s'est séparés parce qu'il m'a dit qu'il aimait pas les filles qui étaient en surpoids. Ah, Donc voilà, c'était d'accord, un petit sympa. peu compliqué. Ouais. Donc déjà que moi j'ai du coup manque de confiance en moi physiquement à cause de tout ça, mais que du coup j'arrive pas trop à changer à cause de tous ces poids aussi en plus. Cette pression supplémentaire, on va dire, ça a pas arrangé les choses Ouais. et c'est vrai que niveau relation amoureuse, j'ai pas eu encore, une relation stable en fait parce que je sais pas, je me dis que, finalement on me réduit tout le temps à mon corps d'une façon ou d'une autre parce que, ce que mon ex-compagnon disait par rapport à mon physique, est pareil qu'un garçon qui va sortir avec moi parce qu'il me trouve, trop exotique. Pour moi, c'est la même chose. Mmh. Et j'ai pas eu pour l'instant une personne, bon un garçon, parce que bon, je suis hétérosexuelle, pour le moment en tout cas, que je sache. Hem, j'ai pas eu un garçon, qui m'a vraiment, je veux dire accepté, complètement en fait, Mmh.
sans, me réduire à mon physique d'une façon ou d'une autre. Donc c'est difficile pour moi de vraiment, faire confiance et et je pense que j'ai du travail à faire, mais je pense que j'ai du travail à faire, de mon côté déjà, parce que si on n'est pas bien dans sa tête, on va difficilement trouver quelqu'un Mmh. qui soit bien dans la sienne. Ouais, c'est vrai, ça peut être difficile. Voilà. Et est-ce que du coup, on parlait justement des tu disais, essayer de retrouver confiance et tout. Est-ce que, toi, tu as été suivie après par, des professionnels, des psychologues, des psychiatres, après ce qui s'est passé ou même récemment, Alors, j'ai eu des séances, psy parce qu'il y a, quelques années de ça, j'ai fait une petite dépression. Alors moi, j'ai fait 2 dépressions dans ma vie. La première quand je suis venue habiter ici en France, manque de soleil, je pense. Ouais, le choc était, ouais. Et et en fait, ça j'ai fait une grosse dépression où pendant 6 mois, je suis pas sortie de chez moi, voilà. OK. Mais je me suis remis, toute seule, Mmh. sans pied, voilà. Et j'ai vu une psy après quand j'ai fait ma deuxième dépression parce que vraiment ça allait pas trop et j'ai toujours peur de passer à l'acte parce que les suicides, ça reste quelque chose, qui me passe souvent par la tête. Mmh. Je vais pas mentir, hein, c'est pas voilà, je rigole beaucoup, mais Oui. n'empêche que je pense souvent à ça et des fois, j'ai eu vraiment peur et du coup, je suis allée voir, du coup, un psy, mais en fait, la personne que j'ai eue m'a dit que j'allais très bien et que pour elle, il y avait rien à faire, en fait. Ah Du ouais, super, coup, super le professionnel, voilà. ouais. Du coup, ça m'a un peu démotivée, Bah ouais, tu m'étonnes, des ça se psys. comprend. Je me suis dit: «Bon, si c'est pour ça, bah, je parle à mes copines» Mmh. et donc j'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse vraiment, vraiment un vrai professionnel qui sache un peu ce que c'est tout ça, en fait, parce que Ouais. là, pour l'instant, j'ai pas trop eu de chance. Donc tout ce que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait, je l'ai fait moi toute seule, en Mmh. fait. Je suis mon propre psy. Ouais, je vois. Ouais, ça doit être difficile, surtout que donc comme tu le disais, tu en as jamais parlé à ta famille. À tes amis, certains, oui, peut-être? Ouais. Oui, mes amis, ouais. Et ça a été difficile pour toi, d'en parler les premières fois, autour de toi? Oui, c'est toujours difficile parce que, moi, je me considère une femme forte malgré tout ça. Mais tu l'es, il y a pas de doute. Merci et j'aime pas qu'on me voit comme une victime, Mmh. vraiment pas. Ouais. Donc quand j'ai dit ça à mes copines, heu, je l'ai souvent fait en plus sur les tons de la rigolade un peu, pour un peu décontracter le sujet Ouais, je vois. et et j'ai dit tout de suite, surtout à mes copines proches qui sont, voilà, celles qui savent, j'ai dit tout de suite, «Je veux pas que vous me regardiez maintenant comme si j'étais, une victime, «Oh pauvre petite qui a subi ça». Parce que moi, ce qui m'est arrivé étant enfant, je trouve que ça ne m'identifie pas en tant que personne. Bah oui, clairement, ouais. Donc je veux pas qu'on me réduise à ça, tout simplement. Hem, donc ça a été vraiment compliqué. J'ai été, surprise parce que, du coup, mes copines avec qui j'ai discuté de ça, la première fois, donc les premières personnes qui ont été au courant, en dehors de garçons avec qui je suis sortie, hem, ont elles aussi subi Malheureusement, des ouais. violences quand elles étaient enfants. Ouais. Alors, du coup, toutes les 3, on est un peu dans la même situation et puis on essaie de s'aider quand ça va pas Mmh. et voilà. Ouais, c'est un peu ça, malheureusement, en fait, c'est tellement, courant, c'est horrible, hein, Ouais, mais c'est vrai que quand on commence soit à parler de quelque chose qu'on a vécu, on va avoir plein de personnes dans notre entourage qui vont dire: «Ah mais attends, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai vécu ça» et c'est là que d'un côté, ça te permet de trouver du «réconfort» entre guillemets parce que tu te dis que tu es pas toute seule. D'un autre côté, tu te dis: «C'est horrible parce qu'elles aussi elles ont vécu ça et que j'ai pas envie que mes proches, aient vécu la même chose que moi». ouais, Donc c'est hyper ambivalent. Mais ça montre bien qu'il y a clairement un gros problème pour que, partout autour de nous, il y ait des victimes de violences, quoi. Enfin, ouais, ouais. c'est C'est pour ça que moi, genre, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu mes copines qui avaient vécu la même chose, hem et d'autres personnes, je me dis: «C'est vraiment important, en fait, de parler de sexualité aux enfants». Vraiment, mmh, c'est vraiment important. Parce que je pense, si moi, avec, l'âge que j'avais à l'époque, j'aurais su à peu près c'était quoi le sexe et c'était quoi les limites, en fait. ouais. Je pense que ça m'aurait aidé et ça aurait évité tout ça, en fait, tout simplement. Et c'est si un jour j'ai des enfants, honnêtement, je vais leur parler de sexualité parce que la sexualité, moi, ce que je trouve assez fou dans la société d'aujourd'hui, c'est que
les meurtres ou les vols ou des choses comme ça, on les montre comme des choses, normales et la sexualité, ça reste toujours un Mmh. quelque chose de caché pour les enfants, alors que ça fait partie de la vie et que c'est pas, quelque chose de sale ni rien et je trouve ça très important, en fait. Mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que c'est très, très intéressant que tu dises ça et tu vois justement, l'amie, donc que j'avais interviewée pour le premier épisode, elle m'avait dit exactement la même chose, mais il faut absolument en parler aux enfants, en fait et je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand on leur dit, qu'il faut faire de l'éducation sexuelle, dès, l'école, qui sont hyper choquées et qui disent: «Mais non, mais n'importe quoi, ça va pervertir les enfants et tout». En fait, dès que tu parles à des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, quand elles étaient enfants, bah, pour elle, en fait, c'est une évidence, quoi. Genre juste si effectivement, tu te dis: «Si j'avais su ça, ça ne serait pas arrivé ou du moins, peut-être que ça serait arrivé, mais j'aurais pu en parler tout de suite et m'en sortir avant que ça fasse trop de dégâts», on va dire. Ouais. Donc effectivement, c'est très, très intéressant et très important d'en parler autour de soi et comment est-ce que toi parce qu'au final, c'est toi qui m'as proposé de venir parler de ça, ce qui est très courageux de ta part. Hem ça peut paraître, du coup, étonnant vu que tu as du mal à en parler autour de toi. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici et à enregistrer cet épisode, sur le sujet? Alors, moi, je veux que les gens, sachent que ça existe, que ça arrive à des gens, qu'on voit, tout le temps sourire dehors et qui sont qui semblent très bien, et je veux qu'il y ait vraiment une conscience et si je peux aider un petit peu, Mmh. ça va pas changer le monde, mais un petit peu, bah, déjà ça me fait plaisir parce que peut-être qu'il y a des futures mères qui vont voir ça et qui vont se dire, bah, entendre ça et qui vont se dire, «Ah bah, je vais parler de sexualité à ma fille», par exemple, ou à mon petit garçon et ça peut, en fait, changer un peu les choses. Donc moi, c'était vraiment un peu ça et puis aussi pour moi, en fait, pour affirmer un peu mon histoire et je sais pas, quelque part me dire que ça sert à quelque chose d'autre et que ça reste pas juste dans ma tête, Mmh. tout le temps et je pense que c'est à peu près pour ça que j'ai Mmh. voulu en parler. Ouais, bah, je pense qu'effectivement ça va vraiment servir aussi bien aux autres que pour toi, j'ai pas de doute là-dessus et toi aujourd'hui, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens par rapport aux différentes périodes que tu as traversées? Aujourd'hui, tu en es, où par rapport à tout ça? Alors où est-ce que je suis? Bonne question. En fait, moi je pense, après bon c'est mon avis personnel, mais je pense que l'être humain, il est toujours en train de d'évoluer, il est toujours en train de se connaître, de découvrir des nouvelles choses de soi-même, surtout quand on est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est l'intériorité, développement de soi et cetera et spiritualité et tout ça, qui pour moi est très sont des choses vraiment importantes. Donc en fait, là, j'essaye d'aller au mieux, de faire un peu, ce que je veux. J'essaie que tout ça, ça ne m'empêche pas d'être, qui je suis. J'essaye de me connaître, même si des fois, il y a des côtés sombres, des côtés, qui, me font peur ou n'importe et j'essaie de m'affirmer. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi qui quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus la capacité de dire non, en fait, si je ne veux pas quelque chose. Je dis tout simplement non, donc de m'affirmer par rapport à ça. Je m'affirme aussi dans ma sexualité. Heu, je sais, j'ai réussi par exemple à savoir quand est-ce que j'avais envie de faire quelque chose vraiment, quand est-ce que je me forçais pour l'autre, parce qu'il y en a aussi cette idée de qu'il faut toujours un peu, oui, dire oui à son copain Mmh, ouais, quand il c'est a ça, faire envie, plaisir, ouais. pour faire plaisir. Maintenant, je fais plus ça. Du tout. C'est bien. Hem, j'ai aussi, je donne beaucoup d'importance à mon plaisir, tu vois? Dans les sexes, par exemple, voilà, c'est juste, pour moi, c'est donnant-donnant, Mmh. tout simplement. Donc je m'affirme beaucoup plus. Cette histoire, je pense, elle me sert pour, avoir aussi, une référence, en fait, de tout ce qui peut se passer, tu vois? Et puis me dire: «Bon, OK, ça m'est arrivé, mais je m'en suis sortie quand même» et puis, je pense que des fois, je vais réussir à bien m'en sortir, tout ça. Après, il y a des périodes où ça va et il y a des périodes où ça va pas. C'est pas, tout le temps, non.
Ouais, J'ai bien des sûr. longues périodes, des fois où je suis, chez moi en dépression, ça va pas du tout, où je me sens mal, où je me sens coupable, encore, parce que je me sens des fois encore coupable de ce qui s'est passé. Je me dis que c'était peut-être de ma faute, pourquoi j'ai pas parlé, pourquoi j'ai pas dit, à quelqu'un, pourquoi j'ai pas dit non. Mmh. Hem, donc on se sent très coupable. Moi, je sais par exemple que quand j'ai, perdu ma virginité, heu, je me suis sentie mais extrêmement mal après, parce que je sais pas, ça a été comme, un rappel de tout ça. Je me suis sentie très sale et c'était horrible Mmh. et après la perte de ma virginité, j'ai passé, genre 2 ans où j'ai rien fait avec personne parce que ça me paniquait. Juste l'idée de sexe, c'était, Ouais, je horrible. vois. Et là, je m'approprie tout ça. Donc je suis assez contente. Mais voilà, c'est, par phase, quoi. Voilà, c'est ça, il faut du temps, mais tu vois, l'autre jour, je discutais avec, Diariata Ndiaye, c'est l'épisode, 26 du podcast et c'était très intéressant parce qu'on parlait beaucoup de résilience et elle, c'est pareil, elle a été, victime de plusieurs violences, dans sa vie et notamment, elle a échappé à un mariage forcé, quand elle était, adolescente et aujourd'hui, elle est hyper engagée pour les droits des femmes et tout et ce que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'elle me disait que, en fait, quand les, agresseurs nous faisaient subir des violences, sexistes et sexuelles, ils avaient un peu en eux cette, volonté de nous détruire, tu vois? De nous anéantir et elle me disait qu'en fait, tout ce qu'ils faisaient, ces agresseurs, c'était juste, nous rendre plus fortes parce qu'au final, quand on a vécu, des violences sexistes et sexuelles, on devient toujours, quelqu'un qu'on n'aurait jamais été si ça ne s'était pas passé. Donc certes, il y a des moments difficiles, mais à côté de ça, ça nous change et souvent ça nous, on peut en tirer quelque chose de positif même s'il faut du temps. Mmh. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses avec tout le recul quel a pu être selon toi l'impact positif que ça a eu sur la personne que tu es aujourd'hui, sur ton caractère, sur, ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu penses que tu pourrais en tirer, quelque chose de qui t'a grandi, on va dire? Je pense que, une volonté de vouloir changer les choses. Mmh. Et je trouve que rien que ça, c'est important parce que, peu importe si on fait beaucoup ou pas beaucoup, ça peut toujours changer un petit peu les choses. Bien sûr. Et j'ai vraiment cette volonté-là de faire évoluer les mentalités. Genre, par exemple, voilà, aujourd'hui, je suis prof, comme j'ai dit tout à l'heure. Hem, Là, on travaille sur la femme violée dernièrement avec mes élèves et on a fait un débat autour de la place de la femme dans la société et je leur ai un peu expliqué et je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé quand j'étais enfant. OK. Rien que pour leur dire, voilà, ça arrive, mais tu un visage sur la chose, c'est pas et eux-mêmes, ils ont, compris et j'ai vu que ça peut faire changer un petit peu tout ça. Donc, je pense que ce côté-là de me dire: «Je veux faire changer les choses, je veux faire évoluer les choses et je vais vraiment faire travailler pour ça», rien que ça, pour moi, c'est extrêmement important, parce que c'est un peu, un sort de réveil en quelque sorte. On s'est rendu compte qu'il y a des choses qui vont pas bien du tout et on veut, que ça change. Mmh. Donc, ça pour moi, OK, c'est très bah, très important. bien et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute et qui a traversé le même type d'épreuve que toi et qui aujourd'hui, a beaucoup de mal justement dans sa vie à aller mieux? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Alors je pense, la première chose, c'est qu'il faut avoir un peu de patience. Mmh. Il faut se dire que, tous ces processus, n'est pas simple, c'est quelque chose qui va prendre probablement toute une vie même. Heu, donc d'y aller, doucement, de ne pas aussi, très important, ne pas se sentir coupable. Parce que ce genre de situation, c'est un réveil forcé de la sexualité, en fait. Et c'est pas parce qu'après, pendant quelques années ou peut-être après, tu as des problèmes, dans ta sexualité, que tu dois te sentir mal par rapport à ça, parce que c'est pas de ta faute, tout simplement. La personne qui m'a fait ça, moi, c'était un adulte qui savait très bien ce qu'il faisait, donc c'est pas de ma faute et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire et même quand c'est dans des relations, des 2 adultes, en fait, Ouais. c'est pareil. Hem Et puis d'essayer, en fait, de faire des petites choses simples qui rendent heureux pour un peu, s'attacher à tout ce qui se passe à la vie et tout ça, je trouve que, c'est le plus important.
OK, bah, c'est des très bons conseils. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi tes projets là pour plus tard, pour les mois, les années à venir? Alors pour les mois et les années à venir, finir mon master Ouais. et survivre, voilà, aux études. En fait, j'aimerais bien écrire, moi mon projet, vraiment d'écriture que j'aimerais bien mener, correctement si j'ai le temps, ça serait, un ouvrage qui parle de femmes, immigrées en fait dans des pays, européens et qui racontent un peu leur parcours, éventuellement si elles ont subi des violences ou pas, comment est-ce qu'elles ont vécu ça, si elles ont vécu tous ces problèmes avec l'exotisme de la femme, Ouais. qui se passe avec les femmes arabes aussi, qui se passe Mmh. avec, voilà, il y a pas que les femmes noires, hein, donc ça serait d'écrire ça, en fait. Moi, ce que j'aimerais bien vraiment faire, ça serait ça. C'est OK. cette, Bah, c'est hyper intéressant franchement, écoute, tu nous tiendras au courant, si si ça j'arrive se à le fait. faire. Ouais, écoute, tu nous diras et puis, franchement, c'est hyper intéressant. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de le lire en tout cas. Donc Merci. heu, donc voilà, c'est top. Et du coup, la question, finale du podcast, toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir, que tu as envie de transmettre aujourd'hui aux personnes qui t'écoutent? Je pense que, ce que je dirais par rapport à ce message d'espoir, ça serait que c'est possible de faire changer les choses. On est déjà en train de faire changer les choses et il faut qu'on continue en fait, les femmes, mais aussi, les hommes et toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, de faire évoluer les choses, de faire changer les choses. Il y a toujours du travail à faire, mais on a déjà réussi pas mal. Donc allons-y. Eh ben, c'est un très beau message, pour terminer cet épisode. Merci beaucoup du coup, d'avoir raconté ton histoire. C'était vraiment très intéressant. Je sais que c'était pas forcément facile pour toi, mais tu l'as très bien fait et voilà, je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Donc merci beaucoup à toi et puis, je te souhaite, le meilleur pour la suite. Tu nous tiendras au courant du reste, voilà, du livre potentiel, de tout ça et Avec plaisir. je te souhaite, beaucoup de très belles choses pour plus tard. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça. Mmh, bah, je suis Je te contente remercie. alors. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Si j'aime autant enregistrer ces épisodes, c'est pour les rencontres absolument magiques que je fais, pour ces femmes qui viennent se confier et que je vois se transformer au fur et à mesure de la conversation, pour celles qui, d'abord timides derrière le micro, se détendent progressivement, se mettent à sourire, à rire, à transmettre ce qu'elles ont de plus précieux, de plus doux, de plus puissant. Nora fait partie de ces femmes et je n'ai rien de plus à ajouter qu'elle n'ait déjà dit elle-même. Je suis chanceuse d'avoir pu recueillir sa parole pour la faire porter jusqu'à vous. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser une petite note, voire un petit commentaire et à en parler autour de vous pour informer vos proches sur ce sujet. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et de vos proches, je vous embrasse.